Bonjour à tous. Vous serez le chat, d'accord? Donc beaucoup de réactions, beaucoup d'émotes, de smileys. Donc bienvenue. Alors l'intitulé de cette table ronde, le sport nouveau terrain de jeu des streamers. Et sauf erreur, il n'y a pas de point d'interrogation. C'est pas une question, c'est un constat. Voilà. Et pour faire ce constat ensemble, dans lequel il y a quand même quelques questions, et constater ce qui existe aujourd'hui en matière de couverture du sport ou de création d'événements sportifs sur Twitch et plus largement sur les nouveaux écrans, les nouvelles plateformes, YouTube, TikTok par exemple, ou encore Instagram. 3 invités, 3 acteurs importants de cet univers. Ça va? On prend ça, on prend. Ouais. Je les nomme le vidéaste Hugo Travers, alias Hugo Décrypte. Salut Hugo. Merci. Bonjour à tous. Le stream. Oui, vous pouvez. Oui, bon, bah, je prends. Le streamer Domingo, qui présente notamment l'un des principaux talk-shows sur Twitch, Popcorn. Ouais. Bonjour tout le monde. Je vais à l'essentiel, hein. Il y a plein de trucs. C'est parfait. Et les streamers Zach Nani, passionné notamment de sport. Bonjour tout le monde. D'ailleurs, je vais tout de suite vous mettre tous les 3 à contribution pour planter un petit peu le décor. Est-ce que vous pouvez me dire chacun, allez, on va se donner 45 secondes, 1 minute, ce que vous faites en matière de sport sur vos chaînes respectives. Domingo, tu as notamment organisé énormément d'événements sportifs. On est moins sur la couverture du sport que la création d'événements sportifs sur ta chaîne Twitch. Ouais, tout à fait. Moi, comme ça me l'a dit, je présente un talk show qui s'appelle Popcorn. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Twitch, c'est vrai qu'à la base, on est sur une plateforme qui est hyper jeux vidéo, très gaming, mais qui s'est ouvert aux différentes passions des créateurs. Et moi, en l'occurrence, une de mes grosses passions, c'est le sport. Donc depuis 2017-2018, j'ai essayé en fait d'amener un peu cette vibe-là, d'essayer de bouger aussi un peu les créateurs, parce que potentiellement certains streamers, etc., n'étaient pas hyper friand de sport, donc j'ai créé pas mal de concepts comme l'échappée par exemple, qui est tout simplement une course de vélo en fait entre créateurs de contenu, influenceurs on va dire, donc principalement sur Twitch et YouTube. Et voilà, le but c'est de pouvoir se servir du sport pour déjà amener un peu au dépassement de soi et aussi amener un divertissement avec les créateurs de contenu. Alors, là, tu parles de cyclisme, tu as fait des choses en matière de tennis. Ouais, on a fait à Roland-Garros, on a fait des doubles avec Gaël Monfils, Benoît Paire, Zerator, et moi, j'ai aussi avec le The Event, je me suis un peu mis aussi au défi, parce que c'est vrai que c'est beaucoup les autres que je fais bosser. J'avais fait le marathon de Paris, par exemple, et c'est vrai que le sport, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que ça fait partie de mes valeurs, et en termes de transmission de valeurs, justement, on s'y retrouve bien, et voir l'impact que ça peut avoir sur les gens, c'est assez excellent. Donc là, ce qui est intéressant avec Domingo, c'est qu'on est plutôt dans la création d'événements sportifs sur Twitch que dans la couverture, le commentaire d'événements sportifs, mais on va en reparler. Hugo, tu es en train de boire, donc j'en profite. Chez toi, alors Hugo, streamer, mais surtout youtubeur. Voilà. Très peu streamer même pour dire les choses. Mais qui a fait quelques incursions sur Twitch aussi. Mais je crois que chez toi, c'est surtout sur un compte Insta que tu proposes du contenu sportif. Ouais, nous on est moins avec mon équipe sur l'organisation d'événements effectivement, plus sur la couverture de l'actualité au sens large, y compris du coup sportive. Notamment sur Instagram, on est très présent sur la couverture de l'actualité sportive au quotidien et on est suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes chaque jour là-dessus. Et puis à côté, c'est vrai que forcément on essaie de développer ces derniers mois des formats d'interviews, notamment de personnalités sportives. Ça peut être des athlètes, y compris en vue des JO. Donc l'an dernier, typiquement, alors c'était plus dans le domaine de la F1, mais on a pu faire des interviews de Pierre Gasly, de Max Verstappen ou de sportifs comme ça. On va développer tout ça dans l'année qui vient, forcément avec les JO, parce que là-dessus, je suis d'accord clairement avec PA là-dessus. C'est le sport, ça permet de transmettre des valeurs, ça permet d'amener aussi des thématiques ou des sujets différemment. C'est tout con, mais nous, on le voit sur les interviews qu'on a pu faire dans le passé. Quand on interviewe une personnalité culturelle, que ce soit du domaine sportif ou musical ou autre, certes, on peut parler de ce qu'il fait, donc de sa performance sportive ou de son dernier concert, de je ne sais quoi, mais c'est aussi des personnalités qui ont un regard sur la société qui est super intéressant. Et je pense que le sport peut être aussi vecteur de tout ça. Tu parles d'interviews notamment sur le compte Insta. Ouais, sur Insta et sur YouTube, beaucoup. Ouais. Et au-delà des interviews, est-ce que sur Instagram, par exemple, sur l'actualité du sport, tu proposes d'autres choses, comme ce que tu fais sur l'actualité, des petits
petits résumés? Ouais, on a beaucoup de ça. On fait de plus en plus aussi de mini-reportages, notamment sur Instagram et sur TikTok aussi, de plus en plus. Que ce soit sur des événements sportifs plus traditionnels ou alors sur des événements sportifs plus récents lancés par des créateurs de contenu. Je pense au Grand Prix Explorer, je pense à tout ça qui sont On va en évidemment parler, bien sûr. venus récemment. Et puis même sur l'e-sport, enfin, je sais pas si on en parlera, mais c'est forcément aussi un aspect de ça. Sans rentrer dans le débat sport ou pas sport, à la limite, on s'en fout. Ça reste, il y a des éléments très, très communs et qu'on peut voir dans ce cadre-là, quoi. Là, on effleure des sujets très importants. On va parler de certains très grands événements sportifs qui ont lieu sur Twitch, GP Explorer, un certain match de football aussi organisé par Amine France-Espagne. Officiellement, cette table ronde doit durer 45 minutes. Officieusement, et on ne vous l'a pas dit encore, elle va durer 2 jours. Mais on va vous apporter de l'eau, des couvertures ce soir et des petits sandwichs, ne vous inquiétez pas. Zach, passionné de sport, ouais, passionné de football notamment. Pas seulement. Tes rendez-vous sportifs, ils sont nombreux. Je sais qu'on parlait d'interviews, que tu reçois notamment des sportifs dans ton émission d'interview Zach en roue libre. Je ne dis pas de bêtises, hein. Exact, Zach en libre, c'est mon émission principale. C'est un format d'interview longue qui diffère de ce qu'on peut trouver habituellement parce qu'il n'est pas entrecoupé de montage, de coupures, de pauses pub, de musique, de chroniqueurs ou autre. Ça permet vraiment d'aller au fond des choses et de pouvoir y aller pendant 1h30, 2 heures, 3 heures si le feeling passe bien. L'émission avec Samir Nasri a duré quasiment 3 heures. Et effectivement, ça me permet de recevoir des personnalités, discuter. Alors forcément, beaucoup dans un premier temps autour du football, qui est le sport principal dans lequel j'opère, on va dire. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai commencé à ouvrir un petit peu la chose, à m'intéresser à d'autres disciplines, le MMA, le rugby, le tennis et bien d'autres. Et avec la nouvelle saison qui reprend aujourd'hui, je compte bien continuer ça. Et en plus de cette émission-là, j'ai bien évidemment également des apparitions sur d'autres émissions qui débriefent et qui discutent concrètement du sport au quotidien et de son actualité. Majoritairement, encore une fois, du football, mais effectivement, que ce soit l'actu de mon club de cœur, l'Olympique Lyonnais, ou alors l'actu du football en général, il n'y a pas grand-chose à applaudir. Une seule personne à applaudir. C'est pas trop le moment. Mais plus sérieusement, en dehors de ça, ouais, le fait de discuter, débriefer de l'actualité football, la suivre, l'analyser, en parler, que ce soit sur Twitch ou alors depuis la rentrée sur l'équipe TV, c'est quelque chose qui me passionne et qui me plaît beaucoup. Donc là, c'est intéressant parce que déjà, en très peu de temps, on a vu que sur Twitch, et puis sur YouTube, et sur d'autres plateformes, on peut avoir de la création d'événements sportifs, notamment avec des créateurs de contenu. C'est ce que Domingo évoquait, mais ça peut être aussi des interviews de sportifs et puis du commentaire aussi d'événements sportifs. À un moment, d'ailleurs, tout à l'heure, on essaiera de parler de la question des droits. Comment sur Internet couvrir des événements sportifs, est-ce qu'on a les droits, si on ne les a pas, comment faire, on évoquera ça. Juste un mot peut-être de ces événements énormes dont vous avez sûrement entendu parler et qui ont, je sais, suscité un grand intérêt chez les médias traditionnels et notamment les télés, que sont des événements comme le GP Explorer, vous savez, cette course de voitures, des GP4 je crois, hein, c'est ça, les voitures, ouais, organisée par Squeezie. La dernière édition, la deuxième, a eu lieu il n'y a pas longtemps, avec un pic de viewers sur Twitch à 1 300 000. Audience moyenne de l'événement, plus de 700 000 viewers. Là, on est en train de parler d'audience qui nous emmène dans le monde de la télévision. Donc, vu des télés, c'est suivi avec beaucoup d'intérêt. Il y a eu un grand match de football qui était quand l'an dernier, France-Espagne, ouais, novembre. ça, organisé par Amine. Donc, des influenceurs, des créateurs de contenu, des streamers, des youtubeurs, français, espagnols. C'est la France qui a gagné, 2-0. Et je crois qu'on a 2 joueurs là sur le plateau, non? C'est ça? Titulaire, tu peux le dire. Tu peux, n'aie pas peur du mot. Poste. Milieu de terrain. Zach. Ça n'a pas joué si longtemps que ça sur le terrain. Non, c'était incroyable. C'est vrai que c'était une expérience folle. Ça a été fait à Jambouin. Stade juste collé au Parc des Princes qui accueille 20 000 personnes quand ils le peuvent, parce que c'est vrai que c'est le Stade de France qui est résident au rugby. Je crois qu'il y a Versailles et l'équipe féminine du PSG aussi, mais c'est vrai que c'est un stade qui souvent en fait a du mal à se remplir, parce que je pense que ça doit être 10 000 à peu près l'affluence du Stade français. Là où, forcément, qui dit aussi événement sur Internet, et je pense que c'est un sujet qui est aussi intéressant, le côté de, ça fait des stats qui sont monstrueuses en termes de vues, viewers uniques, etc. sur Twitch et sur YouTube, mais derrière, les gens en fait ont envie de se déplacer, ont envie de vivre l'expérience en vrai. Tu parlais du GP Explorer. 60 000. Ouais, c'est 60 000 personnes. Je pense que vous avez vu les images avec l'envahissement de pistes à la fin. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est Woodstock, quoi. C'est vraiment impressionnant, mais c'est vrai que c'est un facteur où les gens le vivent soit chez eux, soit vraiment vont vivre l'expérience
au cœur de Et l'événement. vous, les créateurs de contenu, votre regard sur ces événements énormes, avec ces audiences incroyables, ces moments aussi très forts d'échange, de communion, de partage de quelque chose, c'est assez générationnel. Comment vous vivez ces événements? Est-ce qu'il y a une pointe de fierté, de bonheur, de... Oui, Zach. c'est sûr. Déjà, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est 700 000 viewers de moyenne sur l'événement du GP Explorer. Alors, c'est un événement annuel qui a ce côté-là qui permet de booster un peu le truc, mais 700 000, c'est l'audience moyenne d'un match de Ligue 1. Donc, c'est quand même important de remettre un peu les choses dans leur contexte. Il y avait eu des audiences qui étaient sorties du début de la Liga, donc en Espagne, et c'était en moyenne 2 fois moins que ce que le GP Explorer avait proposé là sur ce week-end-là. Donc, déjà, ça permet de remettre en perspective la chose. Et ensuite, franchement, moi, ces événements-là, comme Domingo avec moi, on se connaît depuis facile plus de 10 ans. On vient vraiment des tout premiers streams se fait dans la chambre sur des jeux vidéo avec une caméra pas très reluisante, un micro qui sature à moitié. Donc nécessairement, on a pu voir l'évolution justement de la scène, l'évolution des concepts, des moyens, du suivi, de l'audience, des personnes qui gravitent autour et tout. Et donc nécessairement, oui, il y a un sentiment de fierté, il y a un sentiment de plaisir. Et surtout, j'aime beaucoup, moi, ce genre d'événements qui sont à la croisée entre le compétitif et le divertissement. Le GP Explorer, il y a quand même, donc pour en reprendre ça, ou même que ce soit l'Eleven All-Star, on a quand même eu des entraînements, un suivi, du sérieux, qui a derrière donné une compétition dont le niveau est bien évidemment à des lieux du professionnel, mais qui permet d'être peut-être une porte d'entrée pour certains, qui permet de se découvrir une passion, d'aimer peut-être la pratique, d'essayer de viser plus loin. Par exemple, quelqu'un qui a découvert peut-être une passion pour le sport automobile du GP Explorer se met peut-être à suivre la F1 en conséquence. Qui a parfois passé son permis de conduire quelques semaines avant l'événement. Hein. Ou qui le rate comme moi. Tu vois, c'est pas mal, il peut y avoir des deux. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Les chiffres donnent le tournis. Hugo, comment tu expliques, toi, le succès de ces événements? À la fois les gens qui viennent en présentiel dans un stade de football, sur un circuit de Grand Prix. Moi, j'ai vu les gens qui travaillaient au Mans, qui avaient l'habitude de recevoir des grands événements sportifs et qui quand même hallucinaient de voir que sur une journée, ils avaient réussi à remplir 60 000 personnes de tribune. Hugo, comment tu expliques ce succès, toi? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que ça vient un peu réhumaniser les événements sportifs. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait, il y a un truc où, évidemment, quand tu viens au GP, tu viens pas pour avoir un niveau de compétition de fou furieux du niveau de la F1 ou quoi. Tu sais que le niveau sera pas du niveau de la F1 ou même de F2 ou même de F3, mais tu viens pas pour ça, en fait. Tu viens parce qu'il y a des gens que tu suis toute l'année, que tu veux voir dans un autre cadre et tu veux t'amuser dans ce cadre-là. Moi, je vois, j'ai emmené ma petite sœur au GP le week-end dernier. Enfin, je veux dire, la F1, elle s'en fout, elle suit rien de tout ça, elle y connaît rien, elle peut pas citer un pilote de F1, je pense. Mais là, ça la faisait kiffer parce qu'elle connaissait des personnes, elle avait suivi via des vidéos, des choses. Et donc, l'idée d'aller voir le temps d'une journée une course, d'assister en plus à plein d'événements autour, parce que pour un événement comme ça, t'as pas juste la course, t'as toute la journée des activités, des choses que tu veux suivre, tu vas avec des amis. Et forcément, ça vient réhumaniser tout ça. Ce que peuvent faire d'ailleurs d'autres types de contenus, évidemment, Drive to Survive, la série Netflix sur la F1, a clairement créé un intérêt de la même façon finalement, parce que ça a réhumanisé quelque chose qui pouvait paraître un peu froid autrement, juste des voitures qui font des tours, si je caricature pour des gens qui verraient ça de loin. Donc je pense qu'il y a ça, je pense qu'après il y a aussi une volonté de renouveler la façon dont ça s'anime, dont ça se fait, c'est-à-dire que ça peut prendre différentes formes. Une des formes qu'on a vues récemment, ça a été notamment le côté caritatif. Aux États-Unis, en Angleterre, il y a quelques jours, il y a eu un match de football qui a été organisé par Sidemen, qui est une des plus grosses chaînes YouTube aux États-Unis. Un peu sur le mode du France-Espagne organisé par Amine, hein, c'est un peu ça. C'est très proche de ça. Ils ont rempli le stade de West Ham, donc c'est le stade olympique des JO de 2012, donc c'est plus de 60 000 personnes. Ils l'ont rempli sans trop de problème. Et ils ont réussi à faire un match, lever plusieurs millions d'euros pour des assos et à organiser ce genre d'événement. Donc je pense que ça humanise et il y a une forme de renouvellement aussi sur la façon dont on se divertit devant le sport. Là, on vient d'évoquer dans les grandes lignes et avec des événements très impressionnants le fait que les créateurs de contenu soient créateurs d'événements sportifs. Domingo sur ta chaîne, Amine, le match dont on a parlé, Squeezie, le GP Explorer, avec des chiffres qui sont impressionnants et qui s'approchent, voire dépassent les chiffres qu'on peut avoir en télévision. Et je me dis aussi que ces événements font connaître, font apprécier peut-être certains sports à un public qui n'est pas forcément penché là-dessus. Domingo, quand tu fais un événement sur le tennis, quand tu fais un événement sur le cyclisme, la course à pied, peut-être qu'il y a une partie de ton public qui va s'intéresser après à ce sport.
Ouais, forcément. C'est vrai que là, quand on cite, alors je pense que sport automobile, c'est un peu différent parce que c'est vrai qu'il y a eu la vague aussi, Drive to Survive, etc. Le foot, c'est vrai que je pense qu'il peut y avoir un désintéressement de la partie, d'une partie du public qui est jeune, etc. Mais personne ne connaît pas le foot. Tu vois ce que je veux dire? Personne s'est dit, oh tiens, sympa ce sport. Donc c'est des nouvelles manières de découvrir, d'appréhender. C'est vrai que moi j'avais fait des trucs liés au cyclisme où c'est vrai que tu te dis de base, le cyclisme, c'est pas forcément le sport principal des jeunes, etc. Je sais quand j'avais fait le marathon, par exemple, lié à la course à pied, c'est moi ce qui m'a vraiment fait un choc parce que ça partait donc du The Event, qui est un événement caritatif où en fait on se met donc des objectifs pour motiver la communauté donc à faire des dons aux associations, etc. Et moi en l'occurrence à une certaine somme sur ma cagnotte, je devais faire le marathon de Paris. Normalement, il devait y avoir pas mal de streamers, mais Il est modeste, mais il a fait un très bon temps. C'est ton premier marathon? arrête Samuel, tu me mets 6 minutes. Samuel, Non, mais c'était mon premier marathon. Ton premier marathon et tu as fait 3h25. 3h25. Donc, voilà. Et ouais. Merci. Venant de quelqu'un qui fait l'Ironman. Mais mais c'est vrai que ça a été un peu le côté dépassement. Et je pense que typiquement, on parle de course à pied. On regarde quelqu'un comme Kipchoge qui a voulu descendre sous les 2 heures pour le marathon. C'est génial. On est tous en train de se dire c'est une performance monumentale. Mais personne ne se dit ok, le lendemain, allez, je vais me faire un petit 10 km parce que je l'ai vu et que ça me motive. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'associer tellement les mecs ont un niveau qui est impressionnant. Là où quand tu vois un créateur, quelqu'un de un peu comme toi, en fait, qui lui va essayer de se dépasser, de se mettre un défi, etc. Moi, j'ai eu une armée de messages de gens qui, pour diverses raisons, des gens qui en fait avaient envie juste d'un nouveau sport, envie d'un peu de compétition, envie peut-être de perdre un peu de poids, de se remettre au sport, etc., qui se sont mis à la course à pied. Après, au fur et à mesure, moi, j'ai un peu arrêté parce que c'est vrai que ça manque un peu du côté ludique, j'ai trouvé, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que voir en fait que tu crées un impact positif chez les gens, c'est fabuleux, quoi, parce que tu te dis juste, ok, moi, j'ai réalisé mon objectif, c'est cool, je suis content. Mais il y a quelque chose de positif que ça crée, et c'est pour ça que j'adore le sport et que créer des événements autour du sport a cette petite saveur en plus. Quand les créateurs de contenu créent des événements sportifs, quand les créateurs de contenu amènent une partie de la population parmi les plus jeunes à s'intéresser au sport, et quand évidemment les créateurs de contenu aussi commentent l'événement, pendant l'événement ou après, un match de football, une grande rencontre de rugby. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur Twitch, sur YouTube? Je sais que l'ami Rivenzi, qui n'est pas là actuellement, commente, je crois, les matchs de la Coupe du Monde de football sur sa chaîne Twitch. Il les commente sans les images, on est d'accord? Hein, Zach? Oui, totalement. Ça, j'ai déjà fait aussi. C'est pas réellement du commentary en tant que tel, parce que c'est difficile de vivre la chose de manière aussi passionnée sans pouvoir retransmettre les images, mais c'est plutôt, on va dire, de la réaction, de la petite analyse, de la discussion en même temps que les gens regardent. Comment Donc, ça marche? On invite le viewer à mettre le match sur un poste de télé, c'est ça? Voilà, on trouve un petit API avec justement on va dire le timer pour que les gens puissent se caler, et puis après derrière on en rediscute. C'est un peu comme un match commenté à la radio, si tu préfères, sans forcément la passion des commentateurs radio qui sont d'ailleurs très très forts, je tiens à dire. Les commentateurs radio ont toujours été très bons, mais sinon oui, il y a soit ça, soit sinon des initiatives comme par exemple d'autres médias comme RMC qui diffusent pas mal de sport également sur Twitch, notamment quand ils avaient l'an dernier des droits de certains matchs qui peut-être, je suppute, mais sur RMC Sport 4 aurait fait une audience pas ouf, ils les mettent sur Twitch gratuitement, ça leur fait pas perdre 1 euro et ça fait peut-être un peu plus d'audience que autre chose. Donc ils mettaient des matchs d'Europa League notamment, ou de Ligue portugaise, voire même il me semble maintenant de MMA ou de Ligue saoudienne. Voilà. RMC Sport, la chaîne RMC Sport sur Twitch, qui est un des médias traditionnels qui a réussi son arrivée sur Twitch. Domingo, tu voulais dire un truc là-dessus? Ouais, sans me tirer la couette, mais c'est vrai qu'avec RMC, justement, en fait, ils avaient de plus en plus eu cette volonté-là hyper innovante, parce que c'est-à-dire quand tu mets des millions dans des droits de Ligue européenne, etc., même je pense que convaincre sa direction de dire t'inquiète, ça va bien se passer, les gens vont rien payer, ils vont pouvoir le voir en direct sur notre chaîne Twitch, et si on a un peu de chance, ils vont lâcher un follow. Je pense que c'est quand même un process quand tu lâches des 80-100 millions qui met du temps, et en fait, en poussant un peu ce délire-là, ils sont arrivés à se dire ok, est-ce qu'on n'irait pas plus loin? Et moi, m'avait proposé de pouvoir commenter un match au début sur leur chaîne, où je leur ai dit que moi j'aimais bien commenter, j'aime le sport, mais c'était pas, il manquait un peu ce côté waouh, et du coup j'avais eu les droits de diffusion en février du match Barcelone contre Manchester United, qui était un match de 16e de finale en gros d'Europa League, et ce qui est une affiche qui, quand t'aimes le foot, Barça contre Manchester United, c'est quand même assez impressionnant. Et du coup, j'ai pu diffuser ça sur ma chaîne Twitch en clair. Et c'est vrai que les gens étaient en mode, c'était assez incroyable. Et c'est vrai que c'est des petites avancées
où petit à petit on commence à se dire ok, quels vont être les modèles de demain liés au droit du foot notamment, parce que c'est vrai que quand on entend parler de la Ligue 1 avec peut-être des droits à 1 milliard sur 5 ans, c'est compliqué de proposer une gratuité, mais c'est aussi voilà, des potentiels coups de com', comment toucher une cible qui parfois n'est plus touchée, comment répondre à certaines problématiques. Et c'est vrai que c'était un truc qui avait très bien fonctionné, qui je crois fait partie là derrière le GP et la deuxième meilleure audience Twitch de l'année, ce stream-là. Zach? T'en parlais, c'est intéressant pour reprendre aller dans cette continuité. Moi aussi, un des formats que je fais autour du sport, c'est les quiz. J'essaye de ramener aussi le sport par le jeu, donc sans forcément le pratiquer, mais plutôt par de la connaissance. Et donc du coup, j'aime bien. J'ai réussi à le faire 2 fois sur le football. Et avec RMC Sport, justement, mon dernier quiz MMA, j'ai disposé des images officielles de l'UFC avec l'autorisation de les utiliser sur Twitch. Du coup, en partenariat avec eux, et ça m'a permis de pouvoir faire un jeu en possédant les images des questions que je posais. Alors qu'habituellement, ça tenait plus à la connaissance ou à la photo, ce qui est plus limité. On vient de parler d'un média traditionnel et c'est assez compliqué d'ailleurs. Et ils sont rares à avoir réussi son arrivée sur Twitch, RMC Sport. Hugo, tu as d'autres exemples en tête de médias traditionnels qui peuvent venir du monde de la télé, de la radio, de la presse écrite, qui ont réussi leur arrivée sur Twitch? On peut d'ailleurs, ça peut être pas forcément le domaine du sport d'ailleurs. Hein. France Info évidemment, vu qu'on est ici. Fort. Non, mais France Info en vrai développe beaucoup de choses et je pense que c'est un bon exemple. Je pense que en fait tout ce qui fonctionne sur Twitch, parce qu'on a eu des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. Tout ce qui fonctionne sur Twitch en matière de médias plus traditionnels, c'est des médias qui arrivent à faire confiance à des journalistes ou autres d'ailleurs, mais qui bossent au sein de ces médias-là, qui eux-mêmes consomment dans le sens passent du temps sur ces plateformes-là, et du coup savent ce qui a du sens et savent ce qui peut être poussé, quoi. Je pense que c'est d'ailleurs une question plus large quand on parle de boîtes ou de marques qui veulent se développer sur les réseaux sociaux ou autres. Il y a une question de confiance à accorder à des gens qui baignent dans cet écosystème-là, dans ce milieu-là, et qui du coup sont souvent les mieux placés pour pouvoir le développer. Et je pense que le risque typiquement pour un média plus traditionnel, en arrivant sur une plateforme comme Twitch, c'est d'avoir un côté trop télé, alors ce qui veut tout et rien dire, mais ça peut être trop cadré, ça peut être pas assez interactif, ça peut prendre plein de formes différentes en vrai, sur la forme comme sur le fond. Et je pense que c'est une question de confiance et d'écoute en vrai, parce que tu peux foirer ton premier live sur Twitch, mais après juste au fur et à mesure des retours des gens, faire en sorte d'affiner et avoir quelque chose qui te parle, quoi. Est-ce que la meilleure façon pour des médias traditionnels d'arriver sur Twitch, c'est pas de s'associer à des créateurs de contenu déjà présents, des youtubeurs, des streamers, de faire des espèces de petites d'associations? Est-ce que c'est pas la meilleure façon? Clairement, c'est ensuite parce que c'est vrai qu'il y a eu cette grosse vague un peu Covid, etc., où il y avait eu pas mal de choses avec toi, notamment sur France Info, entre autres. Et ensuite, ça a été justement qu'est-ce que la chaîne a apporté. Là, quand on se parle de droit, quand on se parle de collaboration, c'est génial. On parle du quiz de Zach, par exemple. Forcément, je connais pas trop le MMA, je regarde, je vois les images de la question, c'est top. S'il n'y a pas les images, tu te retrouves un peu, soit t'as la rêve, soit t'es du père, quoi. Donc c'est vrai que c'est petit à petit, après c'est à voir jusqu'où ça va aller, parce que c'est tout le sujet des ayants droit qui, je pense, peut faire une table ronde de 2 heures, juste sur ce niveau. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu moins, en tout cas, dans cette logique de se dire quels vont être les prochains médias à venir sur Twitch, là où pendant le Covid, tous les médias se sont dit on doit être sur Twitch, on y va, peu importe ce qu'on fait. Là, il y a plus de... soit il y a une vraie conviction et du coup il y a une stratégie long terme, soit ils se disent ok, c'est pas pour nous, on n'y va pas. Et c'est pas obligatoire d'ailleurs d'avoir sa propre chaîne qui soit active et qui fonctionne, hein. Parce qu'avoir une chaîne, tenir une programmation, c'est cher, ça demande des moyens humains, ça demande du temps. C'est pas forcément la chose qui est adaptée à tout le monde. Avoir des partenariats ponctuels bien placés avec les bonnes personnes, en trouvant à des moments des arrangements selon les possibilités, selon le catalogue, selon ce que le média possède ou peut proposer, ça peut être tout aussi efficace qu'avoir sa chaîne qui tourne. Parce qu'il faut se rendre compte quand même qu'avoir une chaîne Twitch qui soit fonctionnelle, qui fasse une bonne audience, etc., ça demande des moyens, ça demande du temps, ça demande de l'idée, ça demande beaucoup de choses. C'est pas accessible à tout le monde. Voilà, professionnel du sport, si vous avez des droits, si vous cherchez des partenaires, je pense que Zach vient de lancer un appel qui est extrêmement clair. Mais je Bonjour. crois qu'il a raison. Je surveille l'heure. Je sais que la table ronde commençait à 12h15. Je ne sais pas à quelle heure elle se termine. 55 ? On a un petit peu de temps alors. Question. Là, on parle du sport sur Twitch, le sport traditionnel. Est-ce que le sport sur Twitch, c'est pas d'abord l'e-sport? Et alors, vaste question, est-ce que l'e-sport est un sport? Selon moi, oui. Alors, il y a 2 questions. Est-ce que le sport sur Twitch, c'est pas d'abord l'e-sport? Compétition de jeux vidéo pour ceux qui n'auraient pas la ref.
Hugo. Oh, le bourbier. Allez, Ouais, alors, mais question importante. Question importante. Alors, Hugo, Alors, vas-y. Fais attention à ce que tu vas dire. Comme on parle de plus en plus de l'e-sport aux Jeux Olympiques, Ouais. comme une discipline médaillable, la question se pose, quoi. Non, mais en vrai, ce qu'il y a en commun, il y a quand même plein d'aspects. Déjà, forcément, c'est sur l'e-sport qu'on a des grosses audiences et des gros trucs parce que c'est Twitch est la plateforme de diffusion de l'e-sport. Donc à partir de là, naturellement, c'est là qu'il y a des gros chiffres et c'est intéressant de le voir. Il y a quand même des éléments que je trouve intéressants sur l'e-sport, même si tu élargis le gaming ou le jeu vidéo en général, c'est que un peu comme sur le sport traditionnel, on disait à l'instant que oui, il y a le côté performance dans le sens tu vois, les meilleurs joueurs du monde en foot, les meilleurs pilotes de Formule 1. Mais il y a à côté de ça la question du divertissement autour. Tu as un peu le même truc dans le gaming qui est assez intéressant à voir, c'est que tu as des équipes d'e-sport et qui sont suivies quand même, et tu as des très grosses audiences en e-sport, mais à côté de ça, tu as plein de streamers qui jouent au même jeu, qui font le même truc, qui sont moins bons, souvent beaucoup moins bons, mais juste qui sont beaucoup plus divertissants parce qu'ils sont pas pour la compétition, ils sont là juste pour kiffer, et eux-mêmes arrivent à avoir des grosses audiences. Donc déjà, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant où on voit que même sur l'e-sport, il y a ce truc de, oui, il y a la performance sportive ou e-sportive, bref, et il y a le divertissement qu'il y a derrière. Et puis après, on peut en parler pendant longtemps, mais ce qu'a annoncé typiquement la CACORP ce week-end avec l'idée d'avoir une enceinte en région parisienne pour avoir des événements régulièrement. On va juste rappeler ce qu'est la CACORP, qui est une équipe d'e-sport française, emmenée par Kameto, voilà, et qui vient de faire une annonce très forte, pardon. Et donc notamment, eux ont annoncé l'idée qu'ils allaient avoir en région parisienne une enceinte, une sorte d'aréna, j'ai plus le nom de la ville. C'est les arènes à Évry. À Évry, ouais, c'est ça. Où il y allait avoir près de 25 événements par an, si je dis pas de bêtises, et un système d'abonnement où tu peux littéralement t'abonner pour venir régulièrement au truc. Je trouve ça ouf de voir à quel point il y a des avancées qui se font, et franchement j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemblait. Non, mais en fait, cette annonce-là, elle équivaut à avoir une résidence au sein d'un stade. Comme la plupart des clubs de sport professionnels, quel que soit le sport, la plupart ne sont pas propriétaires de leur enceinte, ils sont simplement résidents d'un stade qui appartient à une municipalité. Et c'est l'équivalent de ce qui a été annoncé. Et l'e-sport, en fait, moi que l'e-sport soit un sport ou pas, je trouve que c'est pas intéressant comme question. On peut vraiment se poser... Non, parce que je sais que c'est un truc qui fait débat depuis longtemps et que beaucoup de gens dans l'e-sport essayent d'essayer de légitimiser ça pour se trouver une sorte de force. Mais si, c'est quand même du sport ou quoi. L'e-sport, c'est un domaine à part entière. C'est l'e-sport. Qui peut y ressembler dans la mesure où c'est une confrontation et une opposition de personnes qui utilisent leur faculté intellectuelle avec une préparation qui se professionnalise de plus en plus et qui se rapproche au sport avec maintenant des coachs mentaux, toute une infrastructure, des trucs de machin. Donc oui, ça ressemble pas mal au sport en l'état, mais factuellement, vu qu'il n'y a pas vraiment d'effort physique après, derrière, la question, elle n'est pas forcément intéressante. C'est de l'opposition, ça vaut ce que ça vaut et c'est très cool. Mais par contre, ça fait de l'audience. Ça fait maintenant un moment que ça existe et que ça se développe. Et moi, c'est une des choses que je préfère. Le KCX3, on a encore fait l'exemple ce week-end avec l'AU Arena remplie, il y a 30 000 personnes. Des audiences énormes sur Twitch. Franchement, moi, c'est une de mes pratiques préférées également. Je te refais de la patate chaude de maintenant que tout a été dit, avec plaisir, hein, Samuel. Non, c'est vrai que en vrai, c'est vrai que tout a été dit. Hein, je pense dans l'idée, il y a eu un moment où c'est intéressant ce que disait Hugo aussi avec ce côté divertissement. Moi, je sais que maintenant c'est beaucoup plus diversifié. J'ai toujours cette passion pour le jeu vidéo et ça reste la partie majeure de mon contenu. Mais à la base, moi, j'ai voulu justement me servir du jeu vidéo comme support pour divertir les gens, pour faire rire, etc. Et c'est vrai qu'il y avait eu un moment un peu, il y a quelques années, de flottement avec l'e-sport où on s'est dit, ok, c'est génial, les gens, ils sont trop forts, mais est-ce qu'on s'ennuie pas un peu? Est-ce qu'au bout d'un moment, on se fait pas un peu chier, excusez-moi du terme, mais c'était ça. Et derrière, on a eu la vague avec des créateurs comme Kamel, par exemple, qui sont venus mettre leur histoire là-dedans. Et je pense que c'est un sujet, en fait, sur Internet, et ça rejoint aussi la thématique du sport, qui est le storytelling. C'est-à-dire que de plus en plus, par exemple, sur les événements liés au sport sur Internet. En 2018, quand je fais mes premiers événements, honnêtement, il suffit de prendre 4-5 créateurs, tu les mets dans un five, on fait un événement, ça suffit aux gens parce que c'est trop cool. Parce que Gotaga, on l'a vu pendant 10 ans, mettre des headshots à tout le monde sur code. Qu'est-ce qui vaut à courir derrière une balle? C'est divertissant. Au fur et à mesure, on se dit, en fait, c'est sympa, mais si le mec est nul et n'a pas spécialement envie d'être là, il n'y a aucun intérêt. Donc, il y a besoin d'aller pousser un peu storytelling. Le GP Explorer l'a montré, puisque un événement annoncé en mars qui a lieu l'an passé en octobre et du coup avec des vidéos de chacun où on va voir donc du coup une course principale avec un peu ces Despiello, Sylvain, etc. qui sont devant, mais derrière on va suivre l'avancée de Gilsey qui lui a ses propres galères, son propre développement, ce qui fait que chaque personne va s'y attacher et pouvoir au fur et à mesure
suivre l'évolution jusqu'au jour J où tu es en mode, OK, il y a la course, mais qu'est-ce qui fait mon pilote préféré? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on on voit de plus en plus avec le Eleven All-Star. Ça a été plus court, mais c'était aussi une histoire qui partait de la Pixel War. Donc, gros événement sur... compliqué à résumer ça, le Pixel War à chaque fois, mais gros événement sur Reddit où il y a eu une énorme fresque Internet. Chacun avait une action. J'espère que certains d'entre vous ont posé des pixels quand même, c'était important. Et la France a gagné cette guerre. La France gagne. Voilà, Samuel, ce qui se passe. Sur Internet, la France gagne et ça fait plaisir. Et c'est vrai que du coup, il y avait une petite rivalité France-Espagne qui a été mise sur le terrain derrière, sur un terrain de foot par Amine. Et c'est vrai que ce côté storytelling, c'est quelque chose qui est de plus en plus important parce qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de contenu aussi pour les gens. Il y a les formats aussi verticaux qui, eux, sont très directs, où tu as besoin d'un temps d'attention très très fort. Là où nous, Twitch, voilà, c'est quelque chose où on prend plus le temps, mais pour prendre ce temps chez les gens, il faut écrire une belle histoire autour. 2 questions. Est-ce que quelqu'un a vu ma bonnette? Parce qu'elle a disparu. J'espère que je ne l'ai pas avalée. Ok, super. Et à vous écouter, j'ai l'impression que finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que les nouveaux écrans, les nouveaux outils, les Twitch, les YouTube et autres, en fait, apportent une dimension de divertissement très forte, qui est à même de revivifier certains événements sportifs et d'attirer un nouveau public. C'est ça, en fait. Ouais, et puis surtout, je pense que c'est venu un peu naturellement parce que c'est un positionnement qui est assez risqué, je pense, si on revient 50 ans en arrière, ou 30 ans en arrière même, pour des chaînes de télévision, de se dire, OK, le côté performance sportive, c'est quelque... J'ai trop peur. Je l'ai retrouvé. Le côté performance sportive, c'est quelque chose d'important, mais on va quand même aller creuser peut-être d'autres aspects. Au-delà de documentaires ou autres, globalement, c'est quelque chose où il n'y a pas l'espace en fait pour le faire, parce qu'on diffuse un événement sportif, il y a des interviews après le match, il y a éventuellement le week-end ou quoi des documentaires pour aller creuser certaines fortes personnalités, mais c'est dur de trouver d'autres espaces pour le faire. Et en fait sur Twitch, aujourd'hui là on analyse forcément le truc en disant, et je pense que c'est évidemment une raison, l'aspect divertissement a amené tout ça. Et en réalité, c'est juste que c'est venu naturellement, quoi. C'est venu que, en fait, il y a une plateforme, Twitch ou d'autres plateformes, sur lesquelles les gens peuvent créer un compte et se mettre à streamer. Naturellement, il y a des choses qui plaisent plus que d'autres, et donc naturellement, cet aspect-là de divertissement est apparu. Et en parallèle à ça, il y a des streamers comme vous, tu vois, qui se sont dit, nous on kiffe faire du foot ou du basket, allez, on va organiser un événement. Et ça prend l'ampleur que ça prend tout seul, quoi. Donc c'est ouais, l'aspect divertissement. Et si on veut le décrypter, et corrigez-moi si je dis une bêtise, la puissance de divertissement, ici appliquée au sport, elle vient de l'incarnation, du fait d'être attaché à un créateur de contenu, un streamer, une streameuse, de l'aspect communauté. On est ensemble pour vivre un événement et on le commente ensemble. Évidemment, et ça, c'est la grande force par rapport aux médias traditionnels. Quand il y a, sur 1 300 000 viewers en pic sur le GP Explorer, le chat, je pense, est un peu dur à explorer et à utiliser. Mais c'est ça aussi. Et donc, on dit souvent que les grands événements sportifs créent du lien au niveau d'une nation, d'un pays. Quand on regarde tous, quand on est 10 millions à regarder le même match de football, on en parle le lendemain, on sent qu'on vit un truc collectif. Mais cette expérience, elle est boostée sur ces supports parce qu'en fait, on le commente, mais à l'instant T. C'est ça, non? Je dis pas de bêtises? Non, c'est tout à fait ça. C'est vrai que, comme tu dis, même à la télé, etc., il y a moins d'événements live. Et les derniers événements live, c'est principalement justement des événements sportifs. Là où nous, sur Twitch, tout est en live. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui donne une certaine saveur, etc., de vivre le moment. Donc en effet, c'est encore plus le cas sur les gros événements. Et derrière, ça va réagir. On va dire que Twitch a un lien quand même assez proche avec Twitter, par exemple, où si tu peux pas parler parce qu'il y a 1 300 000 personnes dans le chat et que c'est compliqué, derrière, tu vas pouvoir t'exprimer sur Twitter, etc. Mais c'est vrai que c'est cette instantanéité qui est importante. Ouais. Il y a un grand événement sportif, je profite des dernières minutes qui se profilent, c'est les JO, bien sûr, de Paris. Est-ce que chacun d'entre vous avez déjà commencé à, sauf si c'est frappé par le sceau du secret, mais imaginer des choses, prévu des rendez-vous, Zach? Oui, je comptais peut-être créer une sorte de variante de mon émission pour en dédier une spéciale JO, pour pouvoir recevoir justement des sportifs qui se préparent et qui comptent participer à ces derniers, des sportifs d'une certaine renommée comme d'autres venant de sports justement moins exposés. C'est aussi ça la magie des JO, c'est de pouvoir regarder un sport. Personnellement, je ne regarde pas du triple saut, je regarde une fois tous les 4 ans, c'est au JO. Donc pour pouvoir s'y intéresser une fois tous les 4 ans, ça c'est un plaisir. Donc oui, pouvoir mettre un peu de lumière, faire un peu de ça, c'est mon but. Hugo, sur tes différents supports, on suit l'actualité énormément. Je suppose que cette actualité, tu vas te pencher dessus. D'une manière particulière que tu as déjà imaginé, inventé?
Alors je pense qu'on va lancer tous une cagnotte pour racheter les droits télé à France TV et diffuser les matchs. Non, plus sérieusement, nous de notre côté c'est beaucoup d'interviews. Enfin couverture évidemment de la compétition dans un an, mais d'ici là il y a beaucoup de formats d'interviews qu'on a prévus. On a le format d'interview face cachée qu'on a vraiment poussé ces derniers mois avec des interviews de Christopher Nolan, Hugh Jackman, pas mal de grosses personnalités. On a envie de le faire forcément avec des athlètes sur l'année qui vient. Je pense que c'est le moment de le faire. Et puis en parallèle, je pense que on a la chance que ça se passe à Paris, on a la chance que, on en parlait tout à l'heure, mais le sport, c'est pas juste la performance sportive le jour J. Il y a plein de choses à aller raconter, à aller montrer autour. Donc on a plein de réflexions sur des formats de reportage, de docu ou autres, pour pousser en fait ces sujets-là et véhiculer soit des valeurs, soit des thématiques parfois méconnues à l'occasion des JO. Je pense que c'est le bon moment de le faire. Domingo, tu vas pas courir le fameux marathon ouvert à tous des JO, non? Ah, il y a un petit 10 km si tu veux, on peut faire la course si tu veux. C'est plus abordable. T'as prévu des choses? Hein? T'as prévu des choses pour les Jeux, Ouais, toi? en vrai, c'est vrai que ça donne envie. En fait, il y a beaucoup de très bons éléments. Le fait que déjà il y ait les JO à Paris, etc. Il y a un élément dont on n'a pas trop parlé, mais qui est quand même très important, c'est le prix. Le budget, le coût des événements, parce qu'en fait on fait du live forcément, donc à partir du moment où tu fais du live, tu dois tout doubler, tripler, quadrupler pour s'assurer de la bonne, tout simplement de la bonne qualité de production, quoi. Donc c'est vrai que pour pouvoir faire des gros événements, on a besoin aussi des marques justement s'y intéressent, nous soutiennent, etc. Parce que c'est vrai qu'on fait que monter en production dans des événements, dans les stades de plus en plus impressionnants, etc. Mais du coup voilà, c'est vrai qu'il y a aussi une conjoncture avec les marques qui ont envie de faire beaucoup de choses cette année. On a cette chance-là. On n'a pas trop parlé, mais on a aussi la chance juste que les athlètes, en fait, c'est des athlètes, mais c'est aussi des humains, quoi. Et je sais pas trop quel âge vous avez. Là, moi, j'ai 29 ans, donc ça y est, c'est passé le cap de c'était tes idoles. Et en fait, maintenant, les gens qui défendent tout, ils ont 5 ans de moins que toi. Ça y est, c'est fait. Et en fait, c'est des gens qui suivent aussi, enfin, qui sont sur les réseaux, qui sont eux-mêmes parfois consommateurs. Donc ça crée une proximité. Parfois streamer. Exactement, et ça crée du coup quelque chose qui est beaucoup plus naturel. Pierre Gasly que tu as pu avoir par exemple, c'est vrai que même quand il vient au GP, tu disais, on suit pour les créateurs, mais parfois pas que. Parce que tu vois, genre tu regardes le GP Explorer, tu vois Esteban Ocon et Pierre Gasly en train de faire des donuts, il suffit juste d'être amateur de sport auto ou juste un peu de divertissement pour passer un bon moment. Donc non, beaucoup d'événements qui vont arriver. On est en train un peu de peaufiner tout ça pour justement avoir aussi on va dire le bon produit de divertissement, mais c'est cool, c'est un exercice qui est très sympa. Et je sais que sur Popcorn tu reçois régulièrement des grands sportifs, donc je suppose que aussi, ça va être, aussi avec des sujets qui je pense aussi il y a quelque chose en fait sur Internet où on peut prendre le temps. Par exemple, Popcorn, c'est une émission qui a vraiment qui a un plateau, qui a des moyens de production audiovisuelle où on pourrait imaginer que c'est une émission de télé. La différence, c'est que juste en fait, on va prendre le temps. Quand on parle de Zach, il a fait une interview que je vous conseille avec Samir Nasri. C'est 3 heures, c'est un peu long, mais je crois qu'elle a déjà plus de 3 millions de vues. Mais avec des anecdotes, etc. C'est incroyable en fait. Moi, je sais qu'on a aussi un gros sujet autour des athlètes, des para-athlètes. Donc du coup, dans le Paralympique, parce qu'il y a des histoires à raconter de résilience, de combativité, etc., où on est peut-être un peu moins timé que la télé, où il va falloir faire un format en 5 minutes et il va falloir vite délivrer le message. parce qu'il n'y a pas d'antenne à rendre derrière. C'est ça. C'est ça, et c'est primordial. Par exemple, Popcorn, même si c'est calé, parce que je suis un intervenant régulier là-bas, même si c'est calé avec un runner, etc., et qu'on sait à peu près combien de temps va durer chaque section, Popcorn, ça dure entre 2 et 3 heures. Aucune émission dure à peu près le même timing. Et c'est pareil pour moi. Mon émission, moi, elle peut durer 1h30 comme 3. Et c'est aussi la possibilité d'aller au fond des choses sans être interrompu. C'est une belle Et chance. c'est une des choses fascinantes de Twitch, puisqu'on est dans un monde, une société où tout va très vite et l'information va de plus en plus vite avec les chaînes d'infos continue, avec Internet. Et étrangement, Twitch est un média du temps long, du temps lent. Là, on parle d'émissions un stream de 2 heures sur Twitch, c'est très court, 3 heures ou plus. Ça m'est arrivé de faire des interviews de 7 heures sur Twitch, mais le temps moyen où les viewers regardent est incroyable. Sur ma chaîne, par exemple, mais je pense que les stats sont à peu près les mêmes partout, sur un stream de 3 heures, le temps moyen passé d'un viewer est d'1h30. Donc c'est un média du temps long, et qui dit long, quelque part, dit qualité. C'est-à-dire qu'on va écouter la personne, on va écouter l'invité, on va aller plus loin, on va le laisser, et on obtient des choses en prenant le temps, forcément plus riches, plus subtiles que quand on a, vous savez, dans nos médias traditionnels, parfois 3, 4, 5 minutes pour faire une ITV, quoi. On approche doucement de la fin. Est-ce que, vous trois d'abord, est-ce qu'il y a, sur ce thème du sport, nouveau terrain de jeu des streamers, une info, une idée, quelque chose qu'on n'a pas abordé qui vous semble important d'évoquer? Ou alors on a bien balayé? Auquel cas j'ai fait un super boulot. Non, on a bien balayé. Moi après, en ce qui me concerne... Dis, Zach, il y a un truc. Non, tu avais parlé des droits.
Oui. Et des droits, c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien qu'il y ait une législation plus claire, justement, sur les droits TV, les droits d'auteur, le fair use, tout ça, parce qu'à l'heure actuelle, sur Internet, c'est très, très, très flou. Il y a des conditions pour pouvoir, à des moments, pouvoir utiliser, par exemple, des screenshots, ou alors pour pouvoir utiliser, justement, certaines images, certains trucs. Je sais que, par exemple, TF1 avait déjà donné l'accès à certaines émissions, notamment le débat présidentiel, je ne dis pas de bêtises, où tu pouvais payer pour pouvoir après, toi, derrière, le diffuser. J'aimerais bien que derrière, des diffuseurs commencent à proposer ça à des streamers, de pouvoir éventuellement payer des sommes qui sont, on va dire, raccords avec la réalité de nombre de personnes qui regardent, ou en tout cas des moyens des personnes. Et moi, personnellement, en tant que personne qui aime bien diffuser le foot, ou diffuser, en discuter en tout cas, s'il y avait un diffuseur qui me disait, bah, tiens, tu payes une somme telle, qui serait une somme réaliste, et qui me permettrait de le faire, on va dire, les épaules légères. Zach je en le était ferais à sans problème. vie. Non, mais c'est un exemple concret, et je pense vraiment que c'est une discussion Ça va sérieuse. venir petit à petit. Le jour où des diffuseurs vont prendre ça de manière sérieuse et vont proposer de manière récurrente à des moments de pouvoir acheter les droits de rediffusion, ou en tout cas peut-être ne serait-ce que des extraits ou des courts résumés ou autres, je pense sincèrement que ce serait une évolution qui est souhaitable et qui permettrait d'augmenter encore la qualité des choses produites autour du sport. Et c'est gagnant-gagnant parce que tu vas attirer un public qui ne regardera pas forcément cet événement sur un diffuseur traditionnel. Tout en ne faisant perdre absolument pas 1 euro, voire même en faisant gagner. Merci à tous les trois. Vraiment, c'était un Merci plaisir beaucoup. de vous écouter. Merci à tous. Merci de votre attention.